Bonjour à tous et bienvenue au journal. 25e conférence régionale africaine d'Interpol. Les travaux ont démarré à Cotonou. Il s'agit d'un rassemblement international des polices qui va aboutir à l'élaboration de réponses efficaces aux défis sécuritaires en Afrique. Le réseau francophone des régulateurs de l'énergie se réunit également à Cotonou. Les réflexions portent sur les stratégies pour une meilleure coopération énergétique. Et puis, sommet mondial sur les océans. L'événement a lieu à Lisbonne, au Portugal. Au lancement du sommet, le secrétaire général des Nations Unies s'est adressé à la population mondiale. Vous le suivrez dans ce journal. Actualité au plan politique, la section des femmes PRD de Porto Novo a effectué le week-end écoulé au siège national du parti sa rentrée politique. C'était en présence des membres de la direction exécutive nationale du parti. Bressongbo Doris Nathalie Olabi. Cette rentrée politique de la section des femmes PRD de Porto Novo se veut un signal fort de mobilisation et d'engagement pour le concept de la remontada, un concept proclamé par Adrien Roumbedi, le président du parti, et qui, selon lui, représente un défi pouvant permettre la reconquête de toutes les positions antérieures du parti Arc-en-Ciel dans toutes les communes du Bénin. C'est suite à ce mot d'ordre que les braves femmes gardiennes du temple du PRD veulent concrétiser leur action dans toutes les circonscriptions électorales du Bénin, en particulier à Porto Novo. Nous, les braves femmes gardiennes du temple PRD du 6e arrondissement, sont engagées pour la remontada. Pour la circonstance, ces braves femmes de la ville capitale ont été entretenues sur plusieurs thématiques, dont le contenu de la loi portant répression des infractions commises en raison du sexe et protection de la femme en République du Bénin. Il est question d'aller revoir nos structures, les renouveler, les rétoffer et les installer à nouveau pour leur permettre d'aller quadriller toutes les zones, de passer les mains partout pour que nous puissions relancer l'activité politique. Si vos responsables ont choisi aujourd'hui de vous réunir pour vous parler de l'importance que le PRD accorde aux femmes au sein du parti, c'est parce que justement nous avons des preuves qui montrent que nous avons raison de le faire et que nous avons raison d'accompagner le président Patrice Talon. Cette rencontre a aussi permis l'installation des cellules de base du parti. On reste avec les militants du Parti du Renouveau démocratique dans la 8e circonscription électorale. Ils ont aussi effectué leur entrée politique. Cadnel Capo d'Orcastito. Ils se sont retrouvés autour du thème « Jeunesse PRD » de la 8e circonscription électorale face au défi de la remontada. Le thème de la remontada a son sens au vu de la situation actuelle de notre parti qui ne participe pas directement au débat parlementaire à travers des élus, mais il a un sens encore significatif dans cette partie septentrionale du pays où nous sommes, car de par le passé, le PRD, qui était très bien représenté ici, a perdu un peu de poids. M'a dit le président Adrien Roumbedi, je cite, « Notre parti a de la chance. Nous avons une jeunesse de qualité et des femmes vaillantes et guerrières. Et je sais que cette jeunesse et ces femmes vont étonner dans les différentes circonscriptions électorales. La remontada aura bel et bien lieu. Ensemble et avec les jeunes et les femmes, nous allons écrire l'histoire de notre pays. » Fin de citation. Cette rentrée politique est aussi l'occasion d'installer officiellement les 4 sous-sections du parti dans la 8e circonscription électorale, à savoir Parakou, Perere, Ndali et Tchaourou.
De son côté, Moël Bénin forme ses membres à Parakou. Ce sont les responsables des circonscriptions électorales du centre et du nord Bénin qui bénéficient de l'attention de l'équipe dirigeante du parti. Kolaole Boniface Biao. Cet atelier école du parti Moël Bénin va renforcer les participants, tous des responsables du parti dans les 24 circonscriptions électorales du centre et du septentrion sur les outils d'une campagne électorale réussie. Former les militants, donc les élites, relève d'un impératif catégorique, surtout dans un contexte où les dispositions sont en cours pour affronter, je prédis avec succès, les élections législatives de janvier 2023. L'avenir du parti se trouve dans l'organisation et surtout l'assimilation des formations des membres, estime la première vice-présidente du parti. Aussi sollicite-t-elle l'attention des membres pour une bonne appropriation de la formation que l'instance dirigeante s'est donnée comme une obligation. Tous les participants ici présents se doivent de prêter une oreille attentive à tout ce qui se dira lors des différents échanges. Je voudrais prier le formateur et les différents communicateurs à emprunter un vocabulaire accessible pour faciliter la compréhension. Le parti Moël Bénin compte sur les participants pour un bon relais à la base des connaissances acquises afin qu'un grand nombre de membres soient impactés par la formation. Dans le reste de l'actualité, après le Rwanda en 2019, Cotonou accueille la 25e conférence régionale africaine d'Interpol. Il est attendu de cette réunion internationale des polices au Bénin l'élaboration de réponses efficaces aux défis sécuritaires adaptés aux pays sous menace terroriste notamment. Voici le compte rendu de Jean-Claude James. 250 délégués environ, venus de presque tout le continent, ont répondu à l'appel de cette 25e conférence régionale africaine d'Interpol, organisation internationale de la police criminelle. Une occasion d'échange pour une synergie d'action. Au cœur des débats, les menaces sécuritaires. Conformément au mandat des conférences régionales adoptées par l'Assemblée générale d'Interpol en 2004, il est attendu de vous, au cours des présentes assises, de mettre en évidence les problèmes de criminalité spécifiques et concrets dépassant les frontières nationales qui se posent dans la région, qu'ils soient de nature opérationnelle, stratégique ou politique, nécessitant une action ou des solutions à un niveau institutionnel. Élaborer et adopter un plan d'action régional et ou des programmes d'action correspondant aux priorités et menaces criminelles de la région. Proposer des solutions sur mesure aux défis criminels et problèmes se posant dans la région et obtenir l'engagement de tous les pays membres à coopérer pour combattre efficacement la criminalité transnationale organisée dans toutes ses dimensions. Les fruits des 24 heures de réflexion seront présentés sous forme de recommandations qui doivent contribuer au renforcement de la paix et de la sécurité, gage du développement de l'Afrique. Abdoulaye Biotane sur le chantier des logements sociaux, le ministre d'État en charge du développement et de la coordination de l'action gouvernementale est allé s'imprégner de l'évolution des travaux. Au terme de la visite guidée, le ministre d'État s'est dit satisfait. Ricardo Loïc Pékou, Bruno Boteco. Des logements de différents types en construction sur ce domaine de 235 hectares. Nous sommes dans la cité de Ouedo, commune d'Abomey-Calavi. C'est l'un des plus grands chantiers inscrits au programme d'action du gouvernement. C'est avec plaisir que je découvre le formidable travail qui a été fait. Je veux féliciter toutes les équipes, les entreprises qui travaillent ici, l'architecte et surtout le directeur général de la CIMO, M. Oussou, Achille. C'est un gros travail, des investissements importants. Aujourd'hui, il y a pour près de 250 milliards d'investissements sur ce chantier. C'est beaucoup d'emplois. Il y a plus de 3500 personnes qui travaillent tous les jours ici. C'est impressionnant.
Et donc, vous voyez très bien qu'il y a du travail, il y a des investissements, il y a des revenus qui sont distribués tous les jours ici. Au cours de la visite guidée, Moïse Achille Oussou, directeur de la CIMO, société en charge des travaux, a insisté sur la qualité des bâtiments, de quoi rassurer le ministre d'État. Ce programme est conçu et financé entièrement par l'État, ce qui permet derrière d'adopter aussi cette autre caractéristique du projet qui est comment les bénéficiaires vont en bénéficier. L'État va assumer l'essentiel des charges puisque les bénéficiaires vont entrer et loger directement dans leurs appartements, dans leurs villas, sans avoir déposé éventuellement des dépôts de garantie comme on le fait souvent dans d'autres pays. Les premiers bâtiments sont déjà sortis de terre et n'attendent que d'être habités. Quant à Gaston Dossoui, il fait sa tournée nationale des champs. Le ministre de l'Agriculture veille au bon déroulement de la campagne agricole en cours. À l'étape du jour sur les pistes agricoles derrière Gaston Dossoui, dans les contrées de Didja et de Panouyan, nos reporters Ghislain Koguet et Rosemont Tiapé. De ferme en ferme, de champ en champ, Gaston Dossoui. Il rencontre agriculteurs et producteurs, discute, conseille, sensibilise. Premier objectif de cette sortie, le suivi de cette campagne agricole qui a commencé. Les niveaux de réalisation, les assurances pour faire mieux que le passé et mettre en place les facteurs de production pour booster l'agriculture. C'est de s'assurer que la disponibilité des facteurs de production est effective. Il suffit pour le paysan de donner 100 francs pour avoir un plant d'anacardier, alors que cet anacardier coûte 600 francs. L'éternelle question des conflits entre agriculteurs et éleveurs est revenue au menu. La question de gestion du pâturage, la production fourragère et surtout le climat entre agriculteurs et éleveurs. Comment l'apaiser? À Djidja, c'est une ferme agro-pastorale de 60 hectares qui est visitée. Des problèmes posés, des solutions trouvées. Champs et bergeries visités. À Panouyan, même scénario. Même message. Par rapport à la question de la sécurisation des espaces de production agricole, moi je suis content d'être rassuré que c'est une préoccupation du gouvernement. Le ministre Andragog, par ailleurs, a su choisir la bonne approche. On est venu dans une exploitation agricole. Cela valorise déjà le producteur. À Ouessé, une superficie de 100 hectares est exploitée par 2 frères jumeaux. Mes conseils surtout à eux, c'est de chercher à essoucher d'abord les endroits cultivés depuis quelques années pour faciliter la traction motorisée. Le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche se rendra dans le département du Borgou pour le même exercice. Comment cohabitons-nous sur la planète Terre avec les océans? La question est au cœur d'un sommet mondial sur les océans à Lisbonne, au Portugal. Ces écosystèmes particuliers sont malmenés. Quel est aujourd'hui l'état des océans? La réponse dans cet élément de William Choki. C'est une des merveilles de la nature. Vaste étendue d'eau à l'infini. Le monstre. C'est comme cela que certains l'appellent. Il couvre plus de 70% de la planète. Il constitue notre principale source de vie. Les océans soutiennent la subsistance de l'humanité entière et de tous les autres organismes sur Terre. Les océans produisent au moins 50% de l'oxygène de la planète et abritent la majeure partie de la biodiversité terrestre. Les océans sont aussi la clé de notre économie. En effet, l'espace maritime est un moyen de circulation essentiel pour le commerce avec plus de 80% des flux de marchandises. Ces importants réservoirs de la biodiversité, ces régulateurs du climat sont malades de nos comportements inciviques. Ils ingurgitent par an plus de 8 millions de tonnes de déchets, des déchets plastiques en majorité. Une poubelle à ciel ouvert, une menace qui prend de l'ampleur de jour en jour. Les océans nous offrent d'énormes services écosystémiques.
Ils méritent mieux de nous, notre attention et notre protection. Et puis au lancement du sommet mondial sur les océans, le secrétaire général de l'ONU s'est adressé à la population mondiale. Il invite dans son message à une prise de conscience urgente pour sauver les océans. Écoutons un extrait de son discours. Nous sommes confrontés à ce que j'appelle une urgence océanique. Nos océans lancent un SOS. Ils luttent, se réchauffent et s'acidifient. Les coraux meurent. Les écosystèmes côtiers tels que les mangroves, les herbiers marins et les zones humides se dégradent. La pêcherie s'épuise et l'océan s'étouffe sous les déchets plastiques. Il est temps d'arrêter de négliger la santé de nos océans. Ce n'est pas une décharge, ce n'est pas une source de pillage infini. C'est un écosystème fragile dont nous dépendons tous pour l'oxygène, la régulation du climat et l'alimentation. Nous devons agir, nous devons nous concentrer sur les solutions et nous devons gérer durablement les ressources de l'océan pour le bien de l'humanité et la santé de la planète. Intéressons-nous à présent au 10e atelier thématique du réseau francophone des régulateurs de l'énergie. À l'ordre du jour, le renforcement des échanges transfrontaliers à travers une meilleure régulation de l'énergie sous-régionale. Léna Kagwazaou, Jules Akoyko. Cotonou, carrefour des régulateurs de l'énergie dans l'espace francophone. Le temps de ces assises. Des assises placées sous le thème « L'intégration régionale et les échanges transfrontaliers ». Un enjeu essentiel pour l'accès à une électricité abordable et fiable pour nos concitoyens, le renforcement de la croissance économique régionale et celui de nos propres pays en vue d'un développement durable. Cette rencontre revêt une importance capitale pour le Bénin, qui depuis 2016 enregistre des performances remarquables dans le secteur de l'énergie. Le pays abrite par ailleurs le siège du système d'échange d'énergie électrique de l'Afrique de l'Ouest et son centre d'information et de communication. Mes vives félicitations pour cette belle initiative. Elle constitue en effet un cadre approprié pour partager les savoirs et les savoir-faire en croisant les expériences nationales et internationales en matière de régulation du secteur de l'énergie, un secteur, comme vous le savez, plus que stratégique et éminemment capitalistique, socle de développement socio-économique de tout pays. L'Union européenne est un partenaire privilégié du RégulaEFR, le réseau francophone des régulateurs de l'énergie. 3 axes d'intervention: apporter un soutien politique et institutionnel, renforcer la capacité de mise en œuvre, la diffusion d'expériences et de savoir-faire. Enfin, mettre en place des mécanismes financiers pour encourager l'investissement. La rencontre de Cotonou va permettre une meilleure opérationnalisation du marché régional de l'électricité. 4 jours durant, différentes communications vont alimenter les discussions de ce rendez-vous de partage d'informations et de bonnes pratiques. Des visites de sites sont également prévues. À la fin de la cérémonie de lancement de ces assises du réseau francophone des régulateurs de l'énergie, quelques experts reviennent au micro de Léna Kagwazaou et de Jules Akoyko sur l'importance de la rencontre. Le réseau Régulae, c'est un réseau de partage et d'échange d'expériences. C'est un réseau qui vise à enrichir de manière, je dirais, mutuelle les membres, qu'ils soient du nord ou du sud. C'est la deuxième fois que le réseau vient à Cotonou. Et donc nous avons accepté avec grand plaisir l'invitation de notre hôte, le président Baguidi, puisque le réseau, si vous voulez, se réunit 2 fois par an. Donc c'est un réseau des régulateurs francophones. Le Bénin, comme vous l'avez entendu dans les introductions, est un peu au cœur de ces questions, puisque vous abritez ici le centre, je dirais, de coordination de l'ensemble des réseaux. Et je dois dire, d'ailleurs, je suis venue il y a 3 ans, que je suis frappée, mais véritablement frappée par l'évolution qu'il y a eu ici sur les questions énergétiques au niveau du Bénin, avec, comme je l'ai entendu, le développement de la production. Je pense que c'est des choses qui seraient intéressantes pour nous également de partager tout au long de cette session. Il faut que les opérateurs puissent
fonctionner dans des conditions économiques qui rendent leur activité viable. Parce que des sociétés d'électricité viables, ça nous garantit un marché régional viable et durable. Si des sociétés d'électricité arrivent à entrer à travers le tarif, à obtenir un financement correct et durable de leurs activités, alors elles seront en mesure de participer au marché. Les membres de l'autorité du gazoduc de l'Afrique de l'Ouest, en concertation avec le ministre de l'Énergie, président en exercice de cette institution, ils ont discuté des performances de ce projet régional, mais aussi du bon fonctionnement de l'organisation. Ezekiel Diako. Échange avec les responsables du projet du gazoduc ouest africain. Le ministre de l'Énergie a jugé utile cette audience pour s'informer sur l'état de fonctionnement de l'organisation qu'il préside depuis mars 2022. C'est l'occasion pour moi de m'enquérir un peu de la situation financière, de la gestion opérationnelle au quotidien de cette institution, puisque vous savez que le gaz est un intrant majeur dans la disponibilité de l'énergie électrique. J'ai demandé, dans le cadre de notre fonctionnement désormais, qu'un point mensuel soit adressé au président du Conseil des ministres, que je suis, tous les débuts du mois, sur les points saillants, sur ce qui s'est bien passé, pas bien passé, les difficultés, et voir en quoi je peux les soutenir à résoudre ces problèmes. Depuis que le Bénin a pris la tête donc, de cette institution depuis le mois de mars, pour la deuxième fois en 6 ans, nous devons tout faire pour améliorer ou augmenter l'efficacité de cette institution pour que le produit gaz important pour le développement socio-économique de nos pays à travers la disponibilité de l'énergie électrique soit là, soit disponible quand on veut et au meilleur coût. Les jalons sont donc posés. Chaque acteur principal de l'autorité du gazoduc de l'Afrique de l'Ouest est fixé sur ses tâches. Le ministre de l'Énergie est bien engagé à conduire à bon port le dit projet. Journée de l'enfant africain, l'événement a été célébré dans le département des Collines sous le thème « Élimination des pratiques néfastes affectant les enfants, progrès sur les politiques et pratiques depuis 2013 ». Mirabel Akpaki, Judicaël Aïna. La journée de l'enfant africain, instaurée en 1990, se célèbre en rappel aux 600 enfants massacrés en juin 1976 à Soweto, en Afrique du Sud. Au Bénin, elle appelle à une introspection et à un engagement pour faire face aux défis auxquels les enfants sont confrontés. Des cas de violence et d'abus sont encore enregistrés dans le département des Collines. Les violences sexuelles, les punitions corporelles, les mutilations génitales féminines, le travail des enfants, le mariage précoce, la négligence, l'alcoolisme, la drogue, l'exploitation sexuelle des enfants, le décrochage scolaire. Monsieur le préfet, nous voudrions compter sur votre détermination pour la cause des enfants des collines, afin que, dès ce mois de juillet 2022, des mesures visant l'intensification de la répression des auteurs des abus à l'égard des enfants soient prises dans notre département. Le respect des droits des enfants et leur protection reste également une préoccupation pour l'État. L'élaboration de la politique nationale de protection de l'enfant, l'élaboration d'un programme national de développement du secteur de la justice, incluant les mesures pour les mineurs, la coordination des multiples activités des ONG et des centres de promotion sociale, l'adoption de la loi numéro 2015-08, 8 décembre 2015, portant code de l'enfant en République du Bénin. À noter que la politique nationale de la protection des enfants vise qu'à l'horizon 2025, tous les enfants soient exempts de toute forme de violence, d'abus et d'exploitation. Au-delà des réflexions, la célébration de la journée de l'enfant africain est aussi une occasion de détente et de bonne ambiance.
Ils ont exécuté en chœur la dernière sourate du Coran en présence de parents, amis et parrains. Il s'agit des 11 élèves du Centre d'éducation et de formation de Cotonou qui ont décroché leur parchemin de fin d'apprentissage du Coran. Koudous Abdoulaye, Michel Ebé. Les 11 vedettes avancent sous le regard admiratif des deux parrains et du public avec cette mélodie en fond dédiée au prophète Mahomet en 622 lors de son accueil à Médine. Alif Lam Mim. La dernière sourate des 114 chapitres du Coran est exécutée par les 11 lauréats. Un acte qui marque la fin de leur apprentissage de la lecture du Coran. Ce jour est un grand jour pour moi. Après ce diplôme que je vais obtenir tout à l'heure, je pense servir la communauté musulmane pour mon avenir. Lire le Coran et enseigner sa lecture était l'une des principales missions du prophète Mahomet. Les deux parrains saluent l'initiative du centre qui s'est mis sur les traces du messager et renouvellent leur engagement à le soutenir dans cette mission. Le Coran est la source de la bonne foi. C'est le Coran qui nous enseigne le respect du pouvoir. C'est le Coran qui nous enseigne la solidarité. Si vous me voyez ici aujourd'hui, j'aime à droite et à ma gauche les conseillers municipaux qui ne sont même pas des musulmans. Je vais nommer le conseiller ici, il est là. Je vais nommer le représentant du conseiller Benou Léopold, monsieur Didier Podo, il est là. Donc, quand vous envoyez un enfant à l'école coranique aujourd'hui, sachez que vous lui donnez toute sa vie. Vous lui donnez le bonheur de ce bas monde et le bonheur de l'au-delà. Je suis fier de vous, chers enfants, et vous pouvez compter sur notre soutien de tous les jours. Dans une ambiance conviviale, à laquelle la pluie s'est invitée, cette cérémonie s'est poursuivie. À la clé, plusieurs tableaux de louanges et de danse chorégraphique. De l'humour dans ce journal, Rire avec Ariel, c'est la deuxième édition de cette formation initiée par Ariel, un adolescent qui a connu la scène très tôt. Son objectif, c'est d'aider ses camarades à mieux s'ouvrir au monde, à savoir parler en public sans stress et à faire rire un public. La formation a démarré lundi dernier et va prendre fin le samedi prochain. Ézéchiel Diaco. Pour raconter quelque chose à des gens, pour les faire rire. Il se forme à l'humour stand-up. Ces enfants, tous élèves, apprennent des procédés et techniques pour faire rire un public sans être stressé. La facilité de parler devant un public, la facilité de venir devant d'innombrables personnes et puis commencer par parler sans peur, sans stress. Et l'aventure commence déjà. Ces enfants s'y plaisent et osent faire des présentations de blagues devant leurs camarades. Le maître était en train de frapper quelqu'un sur la table et la personne a pété devant le maître. Rire avec Ariel, c'est le nom de ce projet dirigé par cet adolescent qui a découvert très tôt le micro face souvent à un public considérable. Devant 800 personnes, je trouve un petit jeune garçon de 10 ans qui n'a pas peur du public, qui parle, qui fait un sketch, qui fait rire les gens. Et son audace m'a paru super intéressant. Mais après, j'ai continué à le voir. C'est un autodidacte déjà. Il apprend énormément seul. Il a participé à des projets où j'ai été formé. Il a reçu beaucoup de formations. Le rire nous permet de communiquer autre chose que la violence. On peut répondre à une violence par le rire. Durant une semaine, ces apprenants seront à l'école de Ariel et de son coach Chromosome pour avoir des rudiments de l'humour. Ce temps de partage d'expériences sera bouclé par un spectacle de restitution à Cotonou le 3 juillet 2022. Fin de ce journal et merci de l'avoir suivi.